Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, avec ma collègue Sylvie Loudray, nous allons essayer de vous présenter la thématique de l'assainissement, toujours en rapport avec les milieux aquatiques. Donc, je vais brièvement présenter l'Office de l'eau, après faire un état des lieux de l'assainissement en Martinique, puis les actions qu'on engage dans cette thématique, et on finira sur les perspectives avec les suivis en mer, etc. Donc, l'Office de l'eau, c'est un organisme public. Dans le cadre de la loi, on perçoit des redevances, donc environ 10 millions d'euros par an. Donc celles-ci, elles nous permettent, selon le principe pollueur-payeur, entre guillemets, de mettre en place des aides et des subventions, que ce soit dans l'assainissement, dans l'eau potable, etc. Et on a aussi d'autres services qui font notamment le suivi des milieux aquatiques, ou encore l'assistance technique pour les maîtres d'ouvrage, ou la mise en place de formations. Donc, nos actions dans l'assainissement collectif, donc il y a l'animation du SATASPAN, entre autres. Comme j'ai dit tout à l'heure, les formations, donc on en a mis en place environ une vingtaine sur les 5 dernières années. Donc là, j'ai mis les chiffres aussi pour les aides attribuées sur les 10 dernières années en assainissement. Donc c'est quasiment 40% des subventions qu'on attribue, c'est pour l'assainissement. Donc il y a le projet Attentive aussi, donc c'est un projet qui met en place les stations d'épuration en filtre de végétaux. Donc ça a été engagé avec différents partenaires, l'IRSTEA, le SIX localement, COTRAM, l'Office de l'eau Guadeloupe aussi, et l'UNEMA. Et là on a lancé les 2 dernières études, donc notamment la définition de l'EH martiniquais, donc c'est le taux de pollution généré par un habitant en Martinique. Donc ça permettra notamment de bien dimensionner les stations d'épuration dans le futur. Et enfin, on a voulu suivre l'impact des rejets de stations d'épuration sur les milieux aquatiques. Donc, on a parlé d'assainissement collectif et non collectif. Donc, le collectif, c'est surtout les stations d'épuration et les réseaux. Et l'assainissement collectif, c'est tout ce qui est individuel, donc dont les fosses septiques, ce qu'abordera Sylvie en deuxième partie. Donc, en Martinique, là, je vous ai présenté une carte de l'Observatoire de l'eau, où on voit en jaune les communes qui ont une plus grande part d'assainissement collectif, donc de personnes reliées aux stations d'épuration. Et là, je vous donne quelques chiffres sur les conformités des systèmes. Donc, il faut savoir qu'en Martinique, on a eu, dans un premier temps, une prolifération de stations d'épuration qu'on appelle semi-collectives, donc c'est les petits systèmes qui ont été mal entretenus, etc., et donc qui sont très peu conformes. On a eu l'ANC qui n'a pas été très bien traitée dans un premier temps. On a une gestion du pluvial qui n'a pas été mise en place tout de suite. Mais il y a eu des gros efforts qui ont été faits, notamment sur les plus grosses stations d'épuration. Donc là, on voit que d'ici un an, on aura quasiment bien 75% de conformité pour les plus grosses stations d'épuration. Donc c'est déjà pas mal. Donc je vais faire un focus sur l'étude qu'on a fait sur le suivi des rejets de stations d'épuration. Donc les stations d'épuration, elles récoltent les eaux usées des habitations, elles les traitent, et elles reversent ces eaux qu'on appelle les eaux traitées, par exemple dans les rivières. Donc nous on a mis un suivi dans ces rivières, donc on faisait des mesures de qualité d'eau avant le rejet, au niveau du rejet, après le rejet. Donc on faisait autant de la biologie que de la qualité physico-chimique, etc. Et on comparait tout ça pour voir un petit peu si l'eau avait un impact sur la qualité de la rivière. Donc on a fait 15 suivis, donc ça nous a permis de rédiger, de publier 15 rapports qu'on a mis en ligne sur les sites de l'Office de l'eau et de l'Observatoire de l'eau. Donc c'est des rapports qui sont diffusables. Et donc là, on a essayé de représenter sous forme de carte un peu les résultats de cette étude. Donc tous les points qui sont de couleur rouge ou orange sont des stations d'épuration qui impactent le milieu naturel. Donc là, c'est que sur des rejets en rivière, à part Dillon qui est en estuaire. Et la taille du point correspond à la force de la pollution qui est en sortie de station d'épuration. Après, on a pas mal de stations qu'on a mis en gris, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de données spécifiques. Ou alors on avait des problèmes, c'est-à-dire par exemple à Fond-l'Haye, entre les points de mesure, on avait plein de maisons qui n'étaient pas raccordées à la station d'épuration, malgré la présence de réseau, ce qui faisait qu'il y avait des rejets sauvages entre guillemets non collectifs. Donc ça apportait un biais dans les analyses. Donc c'est un problème qu'on a vu assez souvent aussi à Saint-Esprit ou au Gourmand, c'est-à-dire qu'il y a des réseaux et les gens ne sont pas forcément raccordés dessus et du coup polluent la rivière plus que la station d'épuration au final. Donc je vous ai mis 2 photos là pour
préciser un peu, donc il y a le suivi de la station d'épuration de glucose, donc c'est le rejet en haut, et les abords de la Lézarde en bas, au niveau de la station d'épuration de Gagneron. Et alors on a lancé aussi cette année un peu les suivis sur les milieux marins. Donc, je vais parler du suivi qu'on a fait sur la station d'épuration de Tartane, donc c'était un suivi qu'on a mis en place avec le CIXM. Donc sur cette station, on n'avait aucune idée de l'emplacement du rejet des effluents. On savait juste qu'il y avait a priori une canalisation qui avait été mise en place à la création de la station d'épuration il y a plusieurs dizaines d'années. Elle n'avait jamais été suivie. Normalement, c'est légal, hein, c'est réglementaire, il faut le faire. Donc là, on a insisté, on a réussi à trouver les crédits, etc., avec le maître d'ouvrage. Donc voilà, le but là, ça a été, avec un drone et des équipes de plongeurs, de se mettre au niveau du milieu et d'envoyer un colorant non toxique qui permet de trouver où est la sortie. Donc, vous pouvez voir les photos en haut à droite. Là. Et donc une fois qu'on avait trouvé le point de rejet, on a mis en place des suivis sur le milieu. Donc là, c'était le bureau d'études Impact Mer qui a fait des relevés sur les coraux, des analyses d'eau pour connaître un peu la qualité. Donc là, il y avait un fort enjeu parce qu'on avait des zones de baignade juste à côté. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Tartane, mais en gros, la station d'épuration, quand on regarde la mer, elle est sur la gauche vers la pointe Saint-Vivi, et il y a des zones de baignade au niveau du bourg, donc un peu plus à droite. Donc le colorant permet aussi de voir un peu dans quel sens se diffuse le panache des effluents. Et là, je vais présenter aussi le suivi de Saint-Pierre. Donc ça, c'est un peu une perspective, c'est un projet qu'on souhaite mettre en place pour la fin d'année ou l'an prochain. Donc Saint-Pierre, en fait, a une station d'épuration communale qui est très défaillante, en surcharge à environ 300%. On voit, je ne sais pas si vous connaissez les clarificateurs, mais on voit même plus l'eau dans le clarificateur, par exemple. Donc il y a une réhabilitation lourde qui a été mise en place, donc ça c'est une bonne chose. Et ils ont choisi de déplacer le point de rejet des eaux traitées. Donc avant, ils faisaient un rejet sur les récifs coralliens qui sont représentés par la caille nord sur la cartographie. Et là, ils vont vouloir faire le rejet au niveau de la rivière des Pères. Donc là, le but de l'étude qu'on va mettre en place, ça va être de caractériser le milieu avant la mise en place du rejet. Donc on va essayer avec un bureau d'études et en faisant des prélèvements, de caractériser à la fois les communautés coralliennes sur les cailles au nord, au sud de la rivière, de connaître un peu la qualité bactériologique donc pour les zones de baignade à l'embouchure de la rivière et de part et d'autre. Et après, avec le maître d'ouvrage, on essaiera de mettre ce suivi en place de façon récurrente, l'année N+1 et les années suivantes, pour pouvoir comparer avec la situation avant la mise en place du rejet. Donc c'est très intéressant parce que c'est une situation classique en Martinique, où la plupart des grosses stations d'épuration sont situées au niveau de la côte, avec souvent des forts enjeux sur le milieu récepteur, dans les zones de baignade, les communautés coralliennes, etc. Donc voilà. Donc on va embrayer sur la partie assainissement non collectif avec. Bonsoir à tous. Alors, en assainissement non collectif, on aura un peu plus de mal parce qu'il n'y a pas d'étude qui a été réalisée pour réellement démontrer, l'impact réel des dispositifs. Mais avec 90% de non-conformité et 60% de la Martinique en assainissement non collectif, on suppose bien qu'il y en a un. Sur la photo, vous voyez en haut à quoi ressemble un dispositif conforme. Et en bas, ce qu'on a l'habitude de voir en Martinique, ce sont des fosses septiques scellées sans traitement derrière. Donc, normalement, une fosse septique est un pré-traitement. Alors, mon approche de l'assainissement non collectif sera en partie réglementaire parce que les arrêtés de 2012 sur les contrôles nous permettent d'agir, pour répondre à la question de monsieur, en termes de réhabilitation. Donc, avec ces textes, on a la possibilité d'avoir des priorités d'intervention. Et en même temps, on va croiser les éléments avec ce qu'on connaît de la qualité biologique des milieux. Donc on va revenir, parce que peut-être qu'on parle de non-conformité, mais encore faudrait-il savoir ce qu'on entend par une installation non conforme. Alors c'est un dispositif qui représente un danger pour la santé des personnes. Dans ce cadre-là, on va comprendre un possible contact avec les effluents pré-traités, ou non traités. Il y a un problème de sécurité des infrastructures, ça peut être une fosse cassée ou fissurée ou encore un regard. Sinon, vous avez des dispositifs qui seraient incomplets, sous-dimensionnés ou ayant des dysfonctionnements majeurs qui seraient dans une zone à enjeu
sanitaire. Ça, on va le décrypter tout à l'heure. Sinon, vous avez des dispositifs qui présentent un risque avéré de pollution de l'environnement. C'est la même chose, ce sont des dispositifs incomplets, sous-dimensionnés, qui présentent des dysfonctionnements majeurs dans une zone à enjeu environnemental. Et le dernier cas, où c'est simplement un dispositif incomplet, sous-dimensionné, qui présente des dysfonctionnements majeurs. Alors, les textes, en fait, ce qu'ils disent, c'est quand dans les deux premiers cas, quand un contrôle est réalisé par un service public d'assainissement non collectif, celui-ci vous préconise des travaux que vous devez obligatoirement réaliser dans les 4 ans. Dans le dernier cas, il n'y a pas de délai imposé. Et puisque, au fur et à mesure, il faut quand même prévoir une réhabilitation, dans tous les cas, lorsqu'il s'agit d'une vente immobilière, vous avez 1 an pour réaliser les travaux. Alors, je vous parlais des différents enjeux. Donc, en enjeu sanitaire, lorsqu'on a une installation incomplète ou sous-dimensionnée, qui serait dans une zone avec un enjeu sanitaire, on va rentrer dans le cadre des périmètres de protection de captage pour l'eau potable ou encore les zones d'assainissement qui seraient identifiées au niveau des profils de baignade dont parlait DJ Cambi, ou encore une zone arrêtée par arrêté du maire ou du préfet, et ça serait encore une zone avec un enjeu sanitaire. Donc ça peut être à cause d'une activité de pêche ou autre chose. En enjeu environnemental, il s'agit de zones identifiées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, démontrant une contamination des masses d'eau par l'assainissement non collectif sur les têtes de bassin et les masses d'eau. Donc, ces deux enjeux vont nous permettre, nous, d'agir en priorité sur la réhabilitation d'assainissement non collectif. Je vais commencer pour vous démontrer en fait ce que je dis avec l'enjeu environnemental. Alors, comme je disais, 2 approches pour des actions. Alors, en enjeu environnemental, la cartographie que vous avez là vous donne la qualité. Alors, les points colorés vous donnent la qualité biologique des masses d'eau. Sinon, vous avez en gris les masses d'eau où on a identifié une pression en assainissement non collectif importante. Maintenant, puisqu'il s'agit d'identifier vraiment un enjeu environnemental sur le point de vue de l'assainissement non collectif, on va mettre une priorité sur l'assainissement non collectif, puisque ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de ces masses d'eau ont également d'autres pressions. Si on reste dans le domaine de l'assainissement, on aura peut-être et même souvent des pressions en assainissement collectif. Donc, en faisant ce distinguo et en gardant la priorité assainissement non collectif, on arrive sur les bassins versants de la rivière du Galion, la rivière Sainte-Marie et la rivière Les Ardes comme étant des priorités. Ce qui veut dire qu'il pourrait être dit aux gens qui seraient sur ces bassins versants qu'ils doivent réhabiliter leur dispositif d'assainissement non collectif sous les 4 ans. Alors, la même chose pour les masses d'eau littorales, où là, il y a la même analyse qui peut être faite, sauf que du coup, on a tous les bassins versants qui vont se rejeter dans l'eau de mer, donc le lien terre-mer, ce qui fait que au final, quand on va identifier une masse d'eau littorale avec un enjeu assainissement non collectif important, ça sera tous les bassins versants en amont où on devra exiger une réhabilitation sous les 4 ans. Quand on fait le même exercice en distinguant bien ceux qui ont une part assainissement non collectif plus importante qu'une part assainissement collectif, on arrive aux masses d'eau côtières des Anses d'Arlay, masses d'eau West Bay du Robert, donc c'est des dénominations, c'est la partie de la baie du Robert qui est plus vers les terres, la masse d'eau côtière de baie Génipa et la masse d'eau côtière de la baie du Marin, pardon. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres pressions, on sait la plupart du temps qu'il y en a d'autres, mais si on veut rester sur le thème de l'assainissement, là où il y a une pression forte en assainissement non collectif, c'est les masses d'eau qu'on arrive à dégager. Vous avez une carte synthèse, on ne va pas longtemps rester dessus parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais en tout cas, c'est juste à ce moment-là pour vous dire qu'au final, c'est toujours en gris foncé les masses d'eau où on va retenir où il y a une priorité de réhabilitation. Donc, on va réfléchir en mode bassin versant. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cadre des zones à enjeu environnemental, il faut quand même aller plus loin. Donc, les bassins qui sont identifiés ici, il faudra quand même essayer de poursuivre par une étude pour démontrer qu'on a réellement un impact en assainissement, un impact de l'assainissement non collectif. Ce qui fait qu'on va plutôt tabler sur l'enjeu sanitaire,
parce que l'enjeu sanitaire, finalement, les documents, ils existent. Les arrêtés pour les prélèvements en eau potable, pour la consommation d'eau potable, ils sont là. Les profils de baignade, ils sont faits. Et c'est même beaucoup plus facile de passer par là, puisque une fois que les zones sont identifiées dans ce cadre-là, donc les zones à enjeu sanitaire, on peut très bien exiger une réhabilitation sous les 4 ans. Je vous fais un exemple avec une zone de baignade. Donc là, on va prendre la zone de baignade du vétiver. On arrive, alors ça ne s'affiche pas très bien, j'espère que le reste va s'afficher. On a en fait, cette zone de baignade nous ramène à un profil de baignade. Dans ce profil de baignade, on a identifié une zone d'influence. Sur cette zone, alors la zone d'influence, c'est en violet. Les zones marron sont les zones où l'assainissement non collectif est présent et a été identifié comme potentiellement dangereux ou impactant pour la zone de baignade qui est un peu plus bas. À partir de ce profil de baignade, on va consulter s'il est fait les diagnostics assainissement non collectif qui est obligatoire depuis même avant 2012, où vous avez à ce moment-là un diagnostic de toutes les installations qui sont faites. Alors là, c'est sur la commune de Casse-Pilote, la commune qui abrite la zone de baignade de Vétiver. Vous avez 700 dispositifs environ qui ont été dénombrés. Sur les 700 dispositifs, 300 ont fait l'objet de contrôle. 200 quand même n'ont pas pu être contrôlés du fait de l'absence des propriétaires. Donc ça laisse encore 200 contrôles à réaliser, en tout cas. Et puis bon, à côté de ça, il y en a où ce n'était pas possible, où il y en a qui sont raccordés, mais qu'on ne savait pas. Donc tout ça pour vous dire que sur ces 300 dispositifs, 114 ont été identifiés comme étant non conformes. Sur les 114, 9 ont été identifiés comme ayant un enjeu sanitaire. Donc ça veut dire qu'on peut déjà dire que par leur construction, donc il peut y avoir un dysfonctionnement ou tout simplement un rejet direct des eaux usées. Ces 9 dispositifs qu'on voit en point rouge sont des dispositifs de toutes les façons à réhabiliter sous les 4 ans. La zone en bleu, alors là c'est moi qui l'ai souligné, mais c'est pas souligné, si vous voulez, dans le diagnostic. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est identifier où se trouvent les 114 dispositifs moins 9, donc les 105, où se trouvent ces dispositifs sur la commune de Casse-Pilote. Parce qu'en réalité, pour aller plus loin, et c'est ce qui devrait être fait, c'est que si ces 105 dispositifs se trouvent sur la zone d'influence, ces 105 dispositifs doivent être réhabilités sous les 4 ans. Donc il y a des données qui manquent, peut-être qu'il faudrait approfondir la question ou expliciter les textes. Et ces données manquent, c'est la fin. Voilà. Oui, mais ces données manquent à quel niveau en fait Au niveau du contrôle ou peut-être de l'interprétation des textes, selon moi. Alors, pour finir en perspective, en assainissement collectif, il faudrait améliorer les réseaux en fiabilité, en nombre de raccordements, renforcer les performances avec une étude en fonction des milieux récepteurs, n'est-ce pas, améliorer les traitements tertiaires ou mettre en place des bassins d'orage, avoir une cohérence dans le développement, les choix des filières, les dimensionnements, intégrer des steps privés aux collectivités et améliorer l'exploitation. En assainissement individuel, il faudrait établir des priorités de réhabilitation en regardant par exemple les zones de baignade qui seraient en qualité insuffisante ou juste suffisante et croiser les données comme on vient de le faire ou encore aller plus loin dans la détermination des zones à enjeu environnemental. Il faudrait également caractériser la pollution issue des fosses septiques, qu'on sache réellement ce qu'il en sort et évaluer le taux d'épuration des filières ANC parce qu'il y a des filières ANC qui sont aujourd'hui agréées, pourtant qui font l'objet de tests en métropole, mais a posteriori, quand il y a des tests qui sont réellement faits chez les habitants en métropole, on voit que ça ne fonctionne pas forcément très bien. Et ensuite, former des plombiers, ce que nous, l'Office de l'eau, avons commencé à faire, et à réaliser, pourquoi pas, une charte ANC interprofessionnelle. Tout ça ne peut être fait sans les usagers. On sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc, nous proposons également de mettre en place un guichet unique d'aide à l'assainissement non collectif, en tout cas à la réhabilitation, et au raccordement à l'assainissement collectif des habitations existantes. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir. Christian Lachir, je suis adjoint au maire Romarin, chargé de l'environnement et également élu au parc national régional, développement durable. Ça, c'est pour ceux qui étaient pas là ce matin.
Alors voilà, ma question elle est très simple là-dessus. Je rebondis dessus parce que vous savez, ici en Martinique, enfin, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons 2 ou 3 exploitants d'eau. Alors je voudrais savoir, comme vous avez dit, améliorer l'exploitation, comment vous faites avec nos exploitants à ce niveau-là, surtout qu'il y a pas mal à redire sur leur façon d'exploiter l'eau pour nos usagers. C'est-à-dire, on fait pas mal à redire. Ah oui, ben, pas mal à redire, par exemple au niveau des stations d'épuration, au niveau également des refoulements. Donc c'est à ce niveau-là, parce que bon, pendant le cas du Marin, par exemple, nous avons un problème récurrent à ce niveau. Et tantôt c'est le sisme, tantôt c'est la SME. Et, donc comme vous intervenez pour l'amélioration de l'exploitation, donc comment faites-vous avec ces... Alors pour la partie exploitation, d'une part il faudrait améliorer dans les contrats d'affermage. Donc on sait par exemple, je crois que pour le SNA et le SNDS, au niveau de l'autosurveillance, il n'y avait même pas une page qu'il y avait dans le contrat qui était pour ça. Donc il faut être plus précis dans les contrats, dans les DSP. Et après, dans l'exploitation pure, il faut que le syndicat contrôle mieux son exploitant, ça c'est sûr. Je peux prendre des exemples où on fait des visites, par exemple à Bellefontaine, où on arrive sur la station avec la police de l'eau. Moi j'étais juste venu voir un peu comment ça se passait. Et au final, il y a un dégrilleur automatique qui est en panne depuis 1 an. Donc tout passe sur le côté par un dégrilleur manuel, donc une simple grille. C'est de la base, normalement c'est de la nettoyer au moins minimum 1 fois par semaine, j'imagine. Donc là, la grille est tellement pleine que toute l'eau passe par-dessus. Donc après, les pompes qui sont dans les bassins, elles sont détruites parce qu'il n'y a rien qui a été filtré avant. Le clarier fait plein de boules, donc les exploitants n'ont même pas fait semblant de faire comme si la station marchait. Et je ne parle même pas des postes de refoulement qu'on est allé voir avant, où les poires de niveau sont emmêlées, donc le poste se met en fonctionnement toutes les minutes, etc. Donc là, clairement, il faut être... Même l'exploitant n'avait pas l'air d'être au courant que les employés sur la station ne faisaient pas les vérifications suffisantes, quoi. Donc il y a d'une part dans les contrats, il faut essayer d'être plus sévère, et après dans le contrôle de l'exploitation. Mais je veux pas taper sur la SME ou la SMDS ou ici, je dis juste un exemple. Je sais pas si j'y ai répondu. Un petit peu, tout à fait. Alors, si je comprends bien, on peut faire appel à vous pour pouvoir régler justement ce problème au niveau de l'exploitation. Là, normalement, c'est au maître d'ouvrage, donc celui à qui appartient la station d'épuration, donc les communes ou les syndicats de communes, le SIX, etc. Normalement, c'est à eux de faire ces vérifications-là. Ils doivent appliquer des pénalités après s'il y a des dysfonctionnements, etc. Nous, on peut amener entre guillemets, des indices, ou on peut vous aider comme ça, mais légalement, on ne peut pas faire grand-chose. Ou alors la police de l'eau aussi, ils sont là pour faire justement ces vérifications, etc. Après, ils appliquent des pénalités au maître d'ouvrage qui doit les répercuter à l'exploitant, qu'il le fait ou pas, qui s'arrange. Une question de contribution sur ce sujet, sur la question des responsabilités aussi. Vous avez parlé tout à l'heure des bailleurs sociaux. La responsabilité, notamment sur les ministères, le ministère que nous avons au niveau des logements collectifs, de l'habitat collectif, en termes de responsabilité, quels sont ce qui existe comme texte pour contraindre les bailleurs sociaux à avoir des contrats de maintenance, à assurer un suivi, puisque avec le SPOC, je crois qu'on est en train de passer du stade privé vers le public. Donc, quels sont est-ce qu'il y a des textes clairs pour contraindre les bailleurs sociaux en termes de responsabilité, puisqu'il file, on sait toujours que la responsabilité, c'est le maire ou le président de l'Interco qui la porte. En termes d'exploitation, ça va dépendre de la capacité de la station. Dans le cadre de l'autosurveillance, on va vraiment rentrer l'exploitant va devoir des comptes à la police de l'eau, par exemple, en faisant remonter les analyses de la qualité de ses eaux en sortie de son installation à partir d'une certaine capacité. On va parler d'équivalent habitant. Donc à partir de 200 équivalents habitants, il me semble, il faut faire remonter des informations au niveau de la police de l'eau. Après, c'est pas nombreux. Elles sont pas nombreuses, hein, les remontées, on n'est vraiment pas sur grand-chose. Maintenant,
pour travailler en ce moment sur la caractérisation des eaux usées. Ce qu'on a des bailleurs sociaux, en tout cas ici, qui pour le coup font très bien leur travail. On va prendre une dernière intervention, une question, et on passera au sujet suivant qui n'est pas si loin. Excusez-moi, mais le type de contrat qui lie ces stations d'épuration, ce sont des DSP, elles sont créées aux communes. Ça dépend du modèle choisi. Ici, on a les, quand c'est lié aux communes, on a les regroupements de communes et qui créent aussi, alors je ne sais plus comment ça se met en place, mais en gros, on a des syndicats qui se regroupent, des syndicats d'eau, par secteur. Donc c'est à mon avis, par exemple, je crois que c'est la KESM qui délègue sa compétence eau et assainissement au SIX, qui eux après passent un contrat de DSP avec un fermier. Je sais pas si j'ai bien. La commune, le groupement de communes, il est censé pouvoir contrôler. Voilà, c'est ça. Et il est censé avoir un résultat. C'est ça. C'est lui qui a la gestion. Par exemple, là, ça sera un syndicat. Le syndicat d'eau a été créé justement pour gérer la gestion de l'eau potable et de l'assainissement. Soit il le fait en interne, ça sera une régie, soit il le délègue. À ce moment-là, c'est là qu'on a affaire à des fermiers. Et il doit pouvoir contrôler le travail de son fermier. C'est ça. Bien, mais on va devoir conclure ce sujet. Merci beaucoup, en tout cas, Caponi et pour votre intervention. Donc, J'espère que vous resterez avec nous quand même.